Donc, merci à vous tous de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de venir vous parler. Je me présente très rapidement. Irna, c'est un pseudo, c'est pas mon vrai nom. Je suis géographe, prof d'histoire-géographie, agrégé de géographie, avec une formation en géomorphologie, donc la science du relief. Je connais bien le relief. Je peux analyser la forme d'une montagne et savoir pourquoi elle a cette forme-là et pas une autre. Et c'est un petit peu ce qui explique pourquoi je me suis intéressée à ces soi-disant pyramides qui sont en Bosnie, parce que j'avais les moyens de comprendre ce qui se passait et d'expliquer ces pyramides. Mais je vous en parlerai un petit peu dans la présentation. C'est un sujet très sensible en Bosnie et donc dès le départ j'ai décidé d'écrire sous pseudo. J'ai reçu beaucoup de lettres d'injures, de menaces, donc je n'ai jamais regretté d'avoir pris un pseudo. Donc voilà, Irna, c'est le pseudo que j'utilise, avec lequel j'ai publié ce petit livre et sous lequel je tiens ce blog, le site d'Irna. Donc je vais vous parler dans une première partie de ces pyramides de Bosnie, ce qui m'a amené un petit peu à m'intéresser à la pseudo-archéologie. Et puis une deuxième partie plus courte où j'élargirai un petit peu la question sur ce que j'appelle la pyramidomanie, qui est une forme de maladie très présente depuis longtemps chez toute une partie de la population. Alors, on va commencer par présenter rapidement l'homme qui est à l'origine de ces pyramides de Bosnie, qui s'appelle Semir Osmanagić, rien à voir avec le pseudo que j'ai choisi, qui est né en 1960 en Bosnie, qui est d'une famille de notables. Son grand-père était banquier, député, son père était ministre des mines et de l'industrie à l'époque de la Yougoslavie. C'est donc quelqu'un qui a une position confortable, un réseau de relations très important qui va expliquer le succès de son projet. En 1992, au moment où éclate la guerre en Bosnie, il part aux États-Unis, où il fait fortune. Il fonde une entreprise métallurgique. Donc c'est un chef d'entreprise qui a pas mal de succès, qui a bien gagné sa vie. Et par ailleurs, c'est un auteur. Il a écrit une douzaine de livres de ce qu'on pourrait appeler d'histoire alternative. Genre Hitler n'est pas mort, il a survécu dans une base secrète dans l'Antarctique. Les Mayas sont les descendants des Atlantes qui sont eux-mêmes les descendants d'êtres venus des Pléiades. Bon, voilà, ce genre un peu de littérature pas très sérieuse, qui est sa seule expérience archéologique entre guillemets. Il a aucune, c'est pas du tout un archéologue, il n'est pas archéologue amateur, il n'a aucune expérience à part ces quelques ouvrages. Alors, il revient en vacances en 2005 en Bosnie-Herzégovine. Il se rend dans la ville de Visoko, qui est une trentaine de kilomètres au nord de Sarajevo, et là, il a une véritable révélation. Il y a tout autour de la ville de Visoko, qui est dans cette vallée, il y a un certain nombre de collines, dont quelques-unes ont des formes vaguement pyramidales, avec des faces triangulaires, et c'est la révélation, il les interprète comme des pyramides. Il en voit d'abord deux, il reconnaît d'abord celle-ci, la pyramide qu'il appelle du soleil, puis celle-ci, la pyramide de la lune, et puis après il passe à 5. Il y a des tumulus, il y a des tunnels mystérieux, donc voilà, il interprète toute cette vallée, il l'appelle la vallée des pyramides. Alors je ne parlerai pas de tous les éléments, on verra les principaux. Premier élément, la colline de Fisotitsa qui domine la ville, qui est une colline de à peu près 700 mètres d'altitude, qui a une face assez nettement triangulaire, celle-ci, c'est celle qu'on voit sur toutes les photos des pyramides de Bosnie. Si on regarde les autres faces, c'est pas tout à fait aussi pyramidal, mais c'est vrai que cette face-là, la face nord, est assez caractéristique. Deuxième pyramide, qu'il appelle la pyramide de la Lune, qui elle a une face vaguement trapézoïdale, avec un sommet un petit peu plat et puis deux côtés relativement nets. Ces deux collines, Osmanagić les interprète comme des pyramides. Ce sont, d'après lui, des pyramides
La pyramide du Soleil, la plus haute, une pyramide à face lisse. Donc ça, c'est des documents qui sont publiés sur son site, sur le site des pyramides de Bosnie. Et la deuxième, celle qui est un peu trapézoïdale, il l'interprète comme une pyramide à degrés. Donc inspiration vaguement égyptienne, inspiration vaguement maya. Voilà, 2 pyramides. On y ajoute donc un réseau de tunnels. Vous avez au fond la pyramide du Soleil, c'est le nom qu'il lui donne. Et à 3 km à peu près à vol d'oiseau, sous un petit plateau, il y a un réseau de tunnels assez intéressant. C'est un réseau complexe. Là, il n'y en a qu'une partie, ce qui était révélé à l'époque de cette image. C'est donc un tunnel assez complexe avec pas mal de galeries qui se recoupent. Et beaucoup de ces galeries ont été, alors, on ne voit pas très bien, peut-être cerner là. Beaucoup de ces galeries ont été soit bouchées, soit étayées avec des murs de pierres sèches, des accumulations de pierres. Donc c'est pas inintéressant comme tunnel. C'est vrai qu'il pose un certain nombre de questions. Et bien sûr, Osmanagic va en faire un élément de cette vallée des pyramides. Il va interpréter le tunnel comme un tunnel de plusieurs dizaines de milliers d'années. On trouve dans la même région, alors pas exactement dans la vallée, mais ici à une trentaine de kilomètres, on trouve des énormes sphères de pierre formées de grès que Osmanagic interprète comme des sphères artificielles, donc des artefacts préhistoriques. Donc voilà, c'est un petit peu l'essentiel de ce qu'il y a comme anomalie, comme élément un petit peu intéressant dans cette vallée, des collines aux formes plus ou moins pyramidales, un tunnel avec des galeries nombreuses et ces sphères de pierre. Alors tout ça, donc, Osmanagic l'interprète comme des objets archéologiques, comme des constructions, comme des artefacts. Ici, par exemple, vous avez une page de son site. La pyramide du Soleil est couverte de béton artificiel, préhistorique. Donc il a dégagé, il a coupé les arbres, fait couper les arbres, enlevé la terre et fait dégager cette couche de béton, entre guillemets, qui, d'après lui, est un béton construit... on ne sait pas quand, les datations qu'il propose vont de 10 000 à 30 000 ans. Donc extrêmement ancien. Alors, en réalité, ce soi-disant béton est un conglomérat. Donc là, voilà où il apparaît à un autre endroit qu'à pyramide. C'est une couche de conglomérat qui est datée, connue des géologues. Elle date du Miocène. Elle s'est déposée à une époque où la vallée de Visoko était une sorte de lac intérieur. Il y a eu l'accumulation de plusieurs milliers de mètres de sédiments avec des grès, des argiles, des sables, des conglomérats. Donc, pour retracer rapidement l'histoire géologique de cette région, au moment où ce lac a disparu, donc à la fin du Miocène, il y a 5 millions d'années, la région a été soulevée par un plissement, le plissement des Dinarides, qui a donné lieu à la chaîne de montagnes qui occupe actuellement une partie de la Bosnie. Donc les couches ont été pliées, formé une série d'anticlinaux et de synclinaux. Un de ces anticlinaux, donc, qui était un petit peu faillé sur le sommet, a été érodé. L'érosion a attaqué en priorité la partie la plus haute et la plus fragilisée par le plissement. Enlève petit à petit donc le cœur de cette anticlinale, et il reste aujourd'hui donc un crêt en géomorphologie, c'est-à-dire un flanc de l'anticlinale protégé par, alors c'est un petit peu ce que j'ai résumé là, protégé par une couche de conglomérat très épaisse et très solide, qui va donc survivre. J'ai exagéré un petit peu la pente de ces couches, qui va survivre en laissant cette forme triangulaire, pyramidale. Le reste de l'anticlinal a été érodé et il ne reste que cette colline triangulaire.
Donc c'est pas du tout une forme inhabituelle, elle est bien connue des géologues, des géomorphologues, on appelle ça un craie en français, un rockback en anglais, hein, il y en a un petit peu partout. Donc voilà, cette forme triangulaire est tout à fait classique. L'autre pyramide, la pyramide de la Lune, a une histoire géologique assez différente. Enfin, elle s'est déposée au même moment, mais elle n'a pas été plissée. Et les sols qui composent cette pyramide, c'est une accumulation en fait de milliers de petites couches très fines, de grès, d'argile, de marne. Hein, il y a une sorte de feuilleté comme ça, qui a été soulevée mais sans être pliée. Donc c'est resté quasiment horizontal. Et ensuite, l'érosion a agi sur cette colline. Hein. Il y a deux vallées qui ont découpé ces terrains en isolant un morceau un petit peu trapézoïdal entre ces deux vallées. Alors, ce qui surprend toujours les visiteurs et ce qui explique pourquoi beaucoup croient à cette histoire de pyramide, c'est que Osman Agic crée une pyramide à degrés au fur et à mesure des fouilles. Hein, c'est-à-dire qu'on a la colline originale avec la pente en pointillé, hein, dans le petit dessin. Il y a des couches plus résistantes, des grès un peu plus solides que les argiles qui sont en dessous. Et les fouilles vont en fait dégager ces couches résistantes, hein, on va les faire apparaître, on va creuser pour créer véritablement des degrés, des terrasses, hein, qu'on fait apparaître au fur et à mesure des fouilles. Donc en fait, il est en train de sculpter une pyramide dans cette colline, véritablement. Enfin, il est en train, ça fait depuis 2006, hein, donc ça fait 10 ans qu'il fait ça. Alors, je finis par les caractères géologiques de cette région. Les sphères de pierre, celle-ci, elle vient pas de Bosnie, elle est à Saint-André-de-Rosan, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Ce genre de sphère de pierre, c'est pas quelque chose d'unique, c'est ce qu'on appelle des concrétions, hein, qui se forment à l'intérieur d'un banc de grès par la circulation des eaux chargées en sels minéraux. On va avoir à un moment une concrétion qui se forme et qui va grossir progressivement de façon sphérique. On en trouve de toutes les tailles, on en trouve des géantes dans pas mal de régions du monde. Si vous allez un jour voir mon blog, j'ai fait une galerie avec des exemples de ces sphères de pierre un petit peu partout dans le monde. Donc rien d'artificiel, hein, il s'agit de concrétions naturelles, et il y en a un petit peu partout en Bosnie, mais pas seulement, hein, puisqu'on en trouve ailleurs. Alors, la Bosnie est également un pays très riche en archéologie, en vraie archéologie. Alors, par exemple, ici, c'est un site archéologique qui s'appelle Okolište, qui est à peu près 1 kilomètre de la soi-disant pyramide, hein, dans la vallée de Visoko, qui est fouillé depuis 15 ans maintenant par une équipe bosnienne et allemande, et qui date du néolithique, ce qu'on appelle la culture de Boutmir, qui est une culture néolithique spécifique aux Balkans, où on a trouvé un certain nombre d'éléments très intéressants, et on va voir tout à l'heure comment Osman Agic essaie de récupérer, détourner ces éléments. Donc on trouve des sites préhistoriques, on trouve des sites médiévaux. Sur la soi-disant pyramide du Soleil, il y a une forteresse médiévale qui était la capitale du royaume de Bosnie au XIVe siècle. Hein, donc il ne reste pas grand-chose, il reste quelques bases de tours. Ça a été complètement détruit par les Ottomans au moment de la conquête ottomane, mais voilà, on sait qu'elle existait, on en a les plans, on sait qu'il y a pas mal de documents historiques qui ont été signés dans cette forteresse, qui est classée, fait partie des monuments nationaux de Bosnie. Donc là, heureusement, même si elle est au sommet de sa pyramide, Osman Agic ne peut pas y toucher. Là, les fouilles sont strictement interdites, il n'a pas le droit d'y aller. Elle a été plus ou moins consolidée, restaurée, donc ça c'est protégé. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le reste, où il a obtenu des autorisations de fouilles, j'en reparlerai. Donc, des sites préhistoriques, des sites médiévaux. Le tunnel, le fameux tunnel, c'est probablement des galeries de mines.
Alors ça, c'est une galerie de mines qui est près de Grenoble, qui date de l'époque moderne, XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a énormément de ressemblances. Si on va dans ces tunnels de Vissoko, on va voir le même genre de choses. Par exemple, ici, je vous ai montré tout à l'heure le tunnel avec ses murs de pierre sèche. Là, on a la même chose. Ces pierres, en fait, ce sont des stériles, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on exploite la mine, tout ce qui ne comporte pas de minerai, tout ce qui n'est pas utilisable, plutôt que de le sortir, de le transporter à l'extérieur, on va l'entasser le long des murs, l'utiliser pour boucher des galeries qui se sont révélées inutiles, stériles ou qui sont vides. Donc on retrouve exactement le même type de morphologie dans des mines d'époque médiévale ou d'époque moderne, jusqu'au XVIIIe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les galeries de Vissoko, de la mine de Vissoko, il y a eu des trouvailles qui ont été faites. Par exemple, cette lampe de mineur, qui est une lampe datant probablement du XVIIIe, qui était utilisée dans les Balkans jusqu'au XIXe siècle. Cette lampe, c'est pas Osmanagic qui l'a révélée. Elle a été trouvée par un des volontaires qui participait aux fouilles et qui l'a photographiée et mise sur Internet avant qu'Osmanagic puisse intervenir. Elle n'apparaît nulle part sur le site d'Osmanagic. Dans son petit musée, sa petite exposition, elle n'y est pas, mais on sait qu'elle existe puisqu'il y a un des fouilleurs bénévoles qui a eu la bonne idée de diffuser cette image. Donc on sait aussi qu'il y a des traces de pics, de pioches, des traces de suie. C'est visiblement une mine qui a été exploitée probablement au XVIIIe ou XIXe siècle. Voilà, donc il y a de l'archéologie réelle, il y a une géologie intéressante, et en fait, ce qui fait le succès d'Osmanagic, ce qui explique la réussite de son projet, c'est que il a réussi à convaincre non seulement beaucoup de profanes, publics, spectateurs, des gens qui viennent visiter les pyramides, mais il a réussi à convaincre aussi les autorités locales à tous les niveaux, le gouvernement, la municipalité, le gouvernement cantonal, le gouvernement fédéral. Il a réussi à convaincre énormément d'hommes politiques. Il a réussi à obtenir des autorisations de fouilles. Donc il fouille dans les tunnels, il fouille sur la pyramide de la Lune. Il a obtenu des subventions, de l'argent public. Alors que c'est évident pour tous les géologues et tous les archéologues qui ont vu ce site, qu'il est évident que ce ne sont pas des pyramides, c'est des collines. Alors comment, c'est ce qui m'a intéressé moi, c'est comprendre comment Osmanagic a pu convaincre comme ça autant de gens de quelque chose qui est rejeté par la totalité des professionnels. Alors, il l'utilise pour essayer de convaincre les gens. Il utilise par exemple des aspects géologiques, des phénomènes naturels avec lesquels les gens sont plus familiers et qu'il va transformer, interpréter à sa façon. Alors ici par exemple on a sur la pyramide du Soleil une couche de conglomérat, cette grosse couche de conglomérat qui forme la pente de la pyramide. Et au-dessus, on a une fine couche de grès qui s'est déposée en dernier, donc qui est au-dessus des conglomérats. Osmanagic présente ça comme le béton de la pyramide surmonté d'un parement, un parement qui a été posé pour finir la pyramide. C'est-à-dire qu'il va assimiler ces deux couches différentes à ce qu'on voit par exemple sur les pyramides d'Égypte, sur la pyramide de Khéops, un appareil grossier pour former le corps de la pyramide et puis un parement finement travaillé pour recouvrir la pyramide. Donc lui, il utilise le vocabulaire des égyptologues, des archéologues pour décrire des phénomènes naturels. Même chose avec ça. Ça, c'est la surface d'une des terrasses de la pyramide de la Lune, qui a été dégagée par les fouilleurs. Ça fait une sorte de dallage. De dalles, et puis il y a des petites ondulations assez originales sur ces dalles qu'on peut suivre d'une dalle à l'autre.
Les dalles elles-mêmes sont le résultat de fractures. La couche, c'est une région assez active tectoniquement, donc la couche a été fracturée. Et ces petites ondulations, c'est ce que les géologues appellent des ripple marks. Vous avez tous vu sur les plages quand la mer recule. C'est donc des petites ondulations dans le sable laissées par l'eau du lac à l'époque où s'est formé le sédiment et qui ont été sédimentées telles quelles. Il dégage tout ça et présente ça comme un dallage construit par l'homme et sculpté, décoré par l'homme. Donc on a une interprétation archéologique d'un phénomène naturel. Bon, même chose pour ce morceau de grès à forme un petit peu originale qui est présenté comme le pied d'une statue. C'est un objet en grès présenté comme un objet d'art. Parfois ça va même très loin, c'est plus seulement de l'interprétation, c'est du faux pur et simple. Alors ici par exemple on a un rocher qui est présenté dans le musée de Visoko comme portant une inscription runique ou dans un alphabet inconnu. Et les lettres sont soigneusement repassées à l'encre rouge pour que ce soit évident pour tous les visiteurs. Si on regarde ce rocher de très près, on s'aperçoit qu'en fait, les marques dedans sont des petites fentes ou des petits filons de calcite qui apparaissent là où le rocher a été un petit peu brisé, et que les marques ont soigneusement sélectionné, par exemple cette fente-là, la marque rouge n'en couvre qu'une partie. Donc on ignore une partie du filon de calcite pour donner l'impression d'une écriture qui n'a absolument rien d'artificiel. C'est un rocher un petit peu original. Donc, interprétation archéologique de phénomènes naturels. Il utilise aussi beaucoup l'archéologie réelle de la région. Par exemple, cette pyramide a été trouvée dans le site dont je parlais tout à l'heure de Kolishté, site néolithique. Il ne s'agit évidemment pas d'une pyramide, on voit très bien que l'objet a été cassé. C'était la base d'une coupe, d'un encensoir, on ne sait pas très bien. Donc ça a été trouvé dans un contexte archéologique qu'on connaît parfaitement, il est daté. Mais sur le site d'Osmanagic, alors il n'y a jamais touché à cette pyramide, elle est conservée par le musée Sarajevo. Mais il présente cette pyramide comme étant un objet fait par les néolithiques parce qu'ils avaient vu la pyramide du soleil et donc ils ont cherché à la reproduire dans leur art. Donc c'est la preuve que c'est bien une pyramide qu'il y a, et donc ça, s'ils l'appellent la pyramide votive, sous-entendu, c'est un objet religieux inspiré par la pyramide. Alors après, il mélange un peu avec les mythologies d'Ogon, il fait ça assez souvent. Même chose pour ce qui est une des grandes richesses de la Bosnie, c'est les pierres tombales médiévales qu'on appelle les stečak. Si vous avez l'occasion d'aller en Bosnie, allez voir les nécropoles médiévales, c'est magnifique. C'est des pierres absolument extraordinaires qui ont toutes un petit peu cette forme un peu caractéristique, avec des inscriptions et des décorations. Donc elles datent toutes du XIIe au XVIe siècle, en gros. Et ces pierres donc, qui sont classées au patrimoine mondial de l'humanité, elles sont sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Ces pierres, ils les réinterprètent aussi. Forcément, elles ont une allure de pyramide. Regardez. Donc, elles reflètent la forme de la pyramide du soleil. Donc, c'est à nouveau une preuve. En plus, il y a des vortex d'énergie dessinés dessus, et on verra que les énergies de la pyramide sont particulièrement importantes. Donc, forcément, c'est des pierres dont il veut faire. Alors, il a d'abord essayé c'est le premier titre que j'ai mis là, il a d'abord essayé d'en faire des restes d'une civilisation de plus de 10 000 ans. Et puis bon, comme ça passait pas très bien quand même, il se contente maintenant de dire que simplement elles sont médiévales, oui, mais elles reflètent le culte des pyramides qui était développé en Bosnie.
Et alors là, je vous ai mis un petit poster qu'il présente à l'entrée de sa boutique. J'en parlerai après, la boutique, où on a un mélange absolument innommable d'objets archéologiques réels, la fameuse pyramide votive néolithique, tout en haut à droite, quelque chose qui est probablement une roue de moulin, une meule, qui a été trouvée sur une des pyramides. Et puis des choses, des cailloux bizarres, des cailloux avec des marques dessus, qui sont forcément des écritures. Et puis même des choses complètement aberrantes, par exemple cette pierre-là, qui est présentée comme une amulette préhistorique. Il suffit d'avoir observé déjà sur une plage des morceaux de briques avec du ciment usé par l'eau pour comprendre que cette fameuse amulette est tout simplement une brique avec les trous de la brique ont été bouchés au ciment, une brique de ce type-là avec des trous triangulaires et ronds. Voilà, et c'est présenté dans le musée de Visoko comme amulette préhistorique. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui caractérise ce cas des pyramides de Bosnie, c'est ce mélange d'éléments géologiques, d'éléments archéologiques avec lesquels Osman Agic construit ce qu'un de mes collègues avait appelé une chimère. Cette pyramide, c'est véritablement une chimère formée d'éléments archéologiques réels, d'éléments géologiques réels, mais qu'on va combiner pour en faire quelque chose de complètement chimérique. Alors, autre caractéristique de Osman Agic, c'est sa volonté permanente d'imiter la science. Il y a une volonté de ressembler à la démarche scientifique. Alors ça se voit par exemple dans ses titres. Il se présente comme le docteur Osman Agic, PhD. Il est effectivement docteur. Il a une thèse de l'université de Sarajevo sur les Mayas, qui n'est pas du tout une thèse d'archéologie, qui est une thèse de sociologie, où il compare la civilisation technologique contemporaine avec la civilisation non technologique des Mayas, pour en déduire que les Mayas c'était vachement mieux, parce que les Mayas maîtrisaient des énergies que nous, on ne peut pas maîtriser. Bon, c'est une thèse qui est complètement délirante et lamentable. Il y a un des grands mayanistes qui vient de décéder malheureusement, Bernard Ortiz de Montegano, qui avait lu cette thèse et qui s'arrachait les cheveux en disant mais ça vaut même pas le travail d'un étudiant de première année, quoi. C'est vraiment. Alors le fait qu'il ait obtenu un doctorat avec cette thèse, on n'a pas porté d'accusation à tort et à travers, mais enfin ça ressemble quand même beaucoup à du copinage, en sachant que le recteur de l'université de Sarajevo est un très bon ami de son père. Voilà, ça peut expliquer. Il se présente comme professeur d'anthropologie à l'université américaine de Bosnie. Cette université américaine, elle existe. C'est une université privée qui n'a rien à voir ni avec le gouvernement américain ni avec les institutions bosniennes. C'est une université qui fait marketing, gestion, droit. Il n'y a aucun cours d'anthropologie, aucun cours d'archéologie, aucun cours d'histoire. Donc je ne sais pas ce que vaut ce titre. À mon avis, pas grand-chose. Professeur d'anthropologie dans une université qui fait du marketing. Bon, peut-être que c'est aussi du copinage. Il se présente comme membre de l'Académie russe des sciences naturelles. Alors ça peut être trompeur, parce que l'Académie des sciences russes, c'est quand même une référence. Sauf que là, ce n'est pas l'Académie des sciences, c'est l'Académie des sciences naturelles. C'est une académie privée, née en 92-93, par là, après la chute du communisme, et qui est une collection de pseudo-scientifiques qui est liée en plus à l'anthroposophie. Enfin bon, c'est vraiment pas du tout une référence, mais voilà, ça en jette sur... et alors, ce qui est rigolo aussi ici, par exemple, c'est qu'il publie sur son site un article écrit par un certain Mika Vipiranta, et il annonce peer review. La peer review, c'est Osman Agic qui lit cet article et qui le publie sur son site. Mais bon, il utilise le vocabulaire des scientifiques, à tort et à travers. Il organise des conférences scientifiques. Tous les ans, il y a une grande conférence scientifique. Alors, la première est
c'était intéressant parce qu'il avait réussi à inviter plein de vrais archéologues. Il y avait des archéologues chinois, des archéologues égyptiens. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont fait la première, ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, la conférence, elle a lieu tous les ans, mais il n'y a plus que des pseudo-archéologues, des spécialistes des géants dans l'Antiquité ou des spécialistes de pyramidologie. Mais ces conférences, elles sont présentées sur le site comme des conférences scientifiques normales, avec excursion, pré-conférence, une inscription, un programme, etc., etc. Donc c'est... voilà, ça ressemble à de la science. Il fait faire beaucoup d'analyses scientifiques. Alors, certaines, on ne les a jamais vues. Par exemple, il prétend que les analyses confirment que le conglomérat de la pyramide est bien du béton artificiel. Ces analyses-là, on ne les a jamais vues. Par contre, il a publié des dizaines de datations au carbone 14. Ici, par exemple, une datation d'un échantillon qui vient de la pyramide du Soleil et qui est daté à 29 000 ans avant le présent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il a daté, c'est ça. C'est-à-dire une feuille fossile contenue dans le grès du Miocène. Alors, en théorie, il ne devrait plus y avoir de carbone 14 dedans. Dans un fossile de plusieurs millions d'années, le carbone 14, il n'y en a plus. Le carbone 14, au bout de 50 000 ans, on ne peut plus rien dater. Donc, en fait, ce qu'il a daté, c'est probablement une contamination. C'est un petit morceau de grès qui était proche de la surface, sous le sol, avec les racines de la végétation, etc., qui amènent de l'acide carbonique. Et du coup, on a daté cette contamination récente par le sol d'une feuille fossile qui, elle, a 5 ou 6 millions d'années. Aucune de ces datations ne porte sur des artefacts incontestables. C'est jamais des objets qu'il date, c'est des morceaux de sol, des morceaux de rocher, un petit bout de bois qui est coincé dans le tunnel, c'est des choses comme ça. Et les résultats sont totalement incohérents. Il obtient des résultats donc, qui vont de 30 000 pour cette feuille fossile à 3 000 avant le présent, ce qui supposerait une civilisation qui aurait vécu presque 30 000 ans au même endroit et dont on n'aurait aucune autre trace que... bon, voilà, c'est incohérent et c'est surtout... voilà, il date, je prends n'importe quel caillou dans mon jardin, je date un fragment organique dessus, je vais trouver des dates qui peuvent être de plusieurs milliers d'années, c'est facile. La datation carbone 14, ça n'a aucun sens en dehors d'un contexte archéologique. C'est ce qu'il fait, il date tout et n'importe quoi. Alors, ça fait scientifique, vous voyez, on a des analyses, etc. Il en rajoute un peu, il en fait un peu trop, c'est-à-dire qu'il utilise aussi beaucoup de méthodes qui n'ont plus grand-chose de scientifique. Par exemple, les mesures d'énergie. Alors ça, il adore mesurer des énergies. Ici, par exemple, une des sphères de pierre là, a été datée, mesurée, analysée en utilisant un système qui s'appelle le PIP. PIP, c'est photographique, interférence, je ne sais plus quoi. Enfin bon, c'est un système inventé par un Anglais qui est un médecin naturopathe. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un objet avec un appareil photo, il travaille ça avec un logiciel, il produit une image en fausse couleur, tout simplement. Mais c'est censé révéler des énergies. Donc, voilà un exemple d'analyse qu'on ne peut même plus appeler scientifique. Là, Et alors ça, il y en a beaucoup. Par exemple, l'analyse de l'eau. L'eau du tunnel, parce qu'il y a pas mal d'eau qui circule dans ces mines. L'eau du tunnel, on l'analyse en mesurant des paramètres énergétiques. Il y a présence d'informations négatives dans cette eau, il y a de l'électrosmog, je pense que c'est, je constate, voilà. On mesure la force de germination de l'eau. Bon, tout ça par un laboratoire en fait de radiesthésie, qui s'appelle Vortex Vitalis, dont le nom dit tout. Dans la mine, on va mesurer les qualités vibrationnelles des tunnels.
avec une échelle graduée en bovis. Le bovis, c'est une unité de graduation des radiesthésistes qui est totalement indéfinie, puisque chaque radiesthésiste a une échelle différente, hein, donc ça ne veut absolument rien dire. On peut affirmer ce qu'on veut. 25 000 bovis, 400 000 bovis, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'est mesuré. C'est une qualité vibrationnelle. Hein. Et puis, alors, on trouve des choses assez... voilà, des mélanges curieux. Par exemple, ici, on compare la forme en œuf de certains blocs présents dans la mine, dans le tunnel, avec la cosmologie des Dogons et des Égyptiens, et on y ajoute un peu de théorie quantique et de l'imagerie énergétique. Hein. Bon, ça devient très vite du n'importe quoi. Je crois que le bouquet, c'est celui-là. Ça, c'est un papier qui a été présenté à une des conférences scientifiques et qu'on peut traduire par, je vais noter la traduction, les pyramides gardiennes de la vibration cosmique primaire des densités locales. Voilà, c'est le titre de ce papier scientifique présenté lors d'une conférence scientifique, avec une illustration dans ce papier, que j'ai reprise dans ce papier, hein, qui est l'énergie, l'univers, les groupes de galaxies, les ondes et parties des corpuscules liées à l'esprit, l'âme humaine, bon, un mélange. Voilà. Alors, cette tendance-là, où tout et n'importe quoi, elle s'aggrave depuis quelques années. Les premières années, en gros 2006-2012, les fouilles ont commencé en 2006, donc 2006-2012, on était plutôt dans... on fait croire qu'on est des scientifiques, il y avait beaucoup d'analyses, on annonçait des résultats, etc. Depuis 2012, on est de plus en plus passé dans le New Age, avec... par exemple, l'accent mis sur certaines propriétés guérisseuses des pyramides ou des tunnels. Donc ici, c'est un témoignage, les sinus ont été guéris après une visite dans les tunnels. Il y en a très peu de ce genre de témoignages sur le site en anglais, parce qu'il y a une version anglaise du site d'Osmanagic. Dans la version bosnienne, il s'en est rempli. Ça guérit tout, le cœur, le cerveau, les poumons, tout est guéri par un petit séjour dans les tunnels. Et quand vous visitez les tunnels, on ne voit pas très bien parce que c'est dans le noir quand même, on vous invite à profiter de cette énergie guérisseuse et du rayonnement des gros blocs qui sont dans le tunnel. Donc le guide vous installe, il y a un petit banc qui est installé tout autour du bloc, on vous invite à approcher les mains du tunnel. Le discours du guide est très travaillé, c'est-à-dire qu'il est très convaincant, il a une façon de vous faire ressentir, vous devez commencer à sentir normalement des picotements dans le doigt de la main gauche, et effectivement, oui, je sens des picotements dans les doigts de la main gauche. Bon, il y a une façon de faire ressentir un certain nombre de choses, surtout dans cette ambiance un peu particulière. Si vous êtes déjà allé dans une île abandonnée ou une grotte, c'est vrai qu'on est un peu ouvert à la suggestion dans ces conditions-là, et donc on sent rayonner les énergies à partir du mégalithe. Il y a une des galeries souterraines qui porte le titre de chambre de méditation, où on va pouvoir se ressourcer, surtout que dans ce tunnel il n'y a aucune radiation, zéro, aucune radiation, aucune vibration, sauf la radiation basique de la Terre, ce qu'on appelle la résonance Schumann, quelque chose qui existe réellement, et c'est la seule, donc ce qui veut dire que quand vous allez dans le tunnel, vous fuyez toutes les mauvaises vibrations de la civilisation pour retrouver la vibration basique de la planète. Voilà, donc c'est une chambre de méditation. Alors ça s'est accentué ce côté-là depuis quelques années, et en particulier depuis 2014, ils ont construit carrément un parc de loisirs New Age à côté des tunnels. Ils ont acheté, Osmanagic a acheté un terrain qu'il appelle Ravenet 2, le nom du tunnel c'est Ravenet, donc Ravenet 2, et c'est un véritable parc de loisirs, il n'y a rien d'archéologique,
mais on peut visiter, on peut s'imprégner de toutes sortes d'énergie, méditer sur une plateforme de méditation, au cœur d'une spirale énergétique mégalithique. Tout ça, ça a été construit en 2014-2015. D'accord ? Donc ça a beaucoup de succès essentiellement, je dirais, auprès de la clientèle touristique occidentale. Il y a un tourisme New Age qui s'est développé là-bas, de gens qui viennent de France, d'Angleterre, des États-Unis, d'Australie. C'est devenu une étape du tour du monde New Age, où on va à Stonehenge, on va à Visoko, on va sur les grands sites mégalithiques, etc. Donc ça fait partie de ce tourisme-là. Par contre, le discours que Osmanagic tient en Bosnie même n'est pas tout à fait le même. Ce discours New Age, il est vraiment orienté vers les Occidentaux. En Bosnie même, et en particulier vis-à-vis des autorités, on n'aura pas le même discours, puisque là, Osmanagic va insister sur les aspects économiques. Le tourisme à Visoko, c'est une chance de développement du pays. Alors c'est vrai que c'est un pays qui est très pauvre, qui a beaucoup souffert, qui a du mal à se remettre des années de guerre, etc., où le taux de chômage il frôle les 50% dans pas mal de régions. À Visoko même, il est de 60%. Enfin bon, c'est vraiment une région en difficulté. Et alors ça, ce discours-là, évidemment, a beaucoup plu. Quand il rappelle que l'Égypte, le Mexique et le Pérou gagnent chaque année des milliards de dollars grâce au tourisme sur les pyramides, et évidemment, ça a parfaitement pris en Bosnie, ce discours-là. Dans la réalité, voilà. L'activité économique apportée par les pyramides est assez limitée. Alors oui, il y a des vendeurs de souvenirs, il y a des vendeurs de snacks, là où les touristes gardent leur voiture, vous pouvez acheter. Il y a une vieille dame qui a la dernière maison juste avant la route qui monte à la pyramide du soleil, qui a transformé son garage en boutique où elle vend des t-shirts avec. J'aurais dû l'amener le mien, j'en avais acheté avec le portrait d'Osmanagic. Bon, voilà, ça reste des retombées économiques très limitées. Les touristes passent, ils restent pas, ils logent pas sur Visoko. Il y a juste un hôtel qui est jamais plein. Bon, pour le moment, ça n'a pas amené vraiment de. Bon, ça n'empêche pas que Osmanagic a des grands projets. Par exemple, là, c'est un projet dont on n'a plus de nouvelles, qui était de faire un gigantesque complexe hôtelier médical, enfin pseudo-médical, New Age, méditation spirituelle, etc. Le tout avec des fonds provenant du Qatar. Il y avait des investisseurs qataris qui avaient l'air intéressés. Ceci dit, ce projet-là, il le présente toujours, il est toujours affiché à l'entrée du tunnel, mais ça n'a pas l'air d'avoir évolué. Deuxième aspect sur lequel il met beaucoup l'accent en Bosnie, donc ça c'était l'aspect développement, enrichir le pays. Deuxième aspect, c'est le nationalisme. Les pyramides prouvent que la Bosnie est le berceau de l'humanité. C'est l'antériorité de la Bosnie sur tous les autres pays, en particulier de la région, les voisins serbes et croates. Le peuple bosnien est le descendant de cette civilisation mystérieuse, elle-même sans doute héritière des Atlantes. Donc on a tout un aspect nationaliste sur lequel il insiste beaucoup, surtout dans les pages en bosnien, mais même sur certaines pages en anglais. Le projet des pyramides de Bosnie et le projet de tout le pays, c'est un projet d'intérêt national qu'il faut absolument mettre en valeur. Et on a régulièrement comme ça des témoignages qui sont publiés sur le site. Je suis fier de mon pays et de son peuple. Je suis à nouveau fier de mon pays et de son peuple parce qu'on a des pyramides. Et cet aspect-là prend pas mal sur place et il prend surtout beaucoup auprès de la diaspora. Il y a une énorme diaspora bosnienne. Suite à la guerre, il y a au total plus de 2 millions de Bosniens qui ont quitté le pays. La plupart ne sont pas rentrés après la guerre. Donc ils sont installés en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada.
Et ça a souvent été eux les plus fervents supporters d'Osman Agic, hein, les plus fervents soutiens d'Osman Agic. Ils ont fait des dons, ils l'invitent à faire des conférences, il fait des tournées à l'étranger, dans les centres culturels bosniens à l'étranger. Il y a eu vraiment un élan de cette diaspora. Je pense que ça peut se comprendre. Les exilés, c'est une façon de retrouver une identité, de retrouver c'est quelque chose qui peut se comprendre. Question d'identité, en tout cas c'est clair que c'est la diaspora qui s'est le plus mobilisée à l'étranger. Alors, pour terminer un petit peu sur ces pyramides, je voudrais évoquer quand même quelques conséquences de ce projet, du succès de ce projet. À ma connaissance, c'est quand même le seul projet pseudo-archéologique qui dispose d'un financement public et d'autorisation. Je n'ai pas connaissance, enfin si, un exemple dont je parlerai plus tard, qui est arrivé après, comme ça qu'un pseudo-archéologue qui n'a aucun diplôme en archéologie, aucune compétence, etc., se retrouve à la tête d'un projet comme ça et obtienne des subventions. C'est quand même assez surprenant. Alors, les conséquences économiques, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a très peu, sauf pour Osman Agic. Lui, je crois qu'il a investi de l'argent au départ dans le projet. Je pense qu'il en récupère une bonne partie. Alors ça, c'est par exemple le souvenir officiel de la fondation Osman Agic, qui est vendu à l'entrée du tunnel, dans la boutique à Sarajevo. Il a aussi fait des jeux vidéo. La recherche des pyramides, la recherche du rayon d'énergie dans la vallée des pyramides, avec Osman Agic en personnage de ce jeu pour téléphone, etc. L'eau du tunnel est vendue pour ses qualités énergétiques. C'est l'eau qu'on récupère dans la mine. Bon, elle est potable, il n'y a pas de problème. Il fait des vraies analyses quand même avant de la vendre. Mais ensuite, elle est vendue en petites bouteilles de 10 centilitres. La petite bouteille de 10 centilitres d'eau de la pyramide, d'eau du labyrinthe. Alors, c'est présenté comme eau de la pyramide, mais en fait, ça vient du labyrinthe de Ravenay. Elle réduit l'entropie, elle améliore les processus physiologiques et la vitalité. L'entropie, elle réduit l'entropie. J'en ai acheté une bouteille quand même. 20 marques convertibles de la bouteille, c'est-à-dire 10 €. 10 € les 10 centilitres. Même pour les gens sur place, c'est 10 €. Ah oui, pour tous les. Alors évidemment, les gens sur place n'achètent pas parce que 10 € c'est le SMIC bosnien journalier, donc c'est le salaire d'une journée de travail. Donc évidemment, les Bosniens n'achètent pas, mais par contre, les touristes étrangers achètent. Alors j'en ai acheté. Elle réduit l'entropie, elle améliore les processus physiologiques et la vitalité, et en dessous c'est l'adresse du site d'Osman Agic. J'en ai acheté donc une bouteille. Et j'ai jamais réussi à avoir de facture. J'ai essayé d'obtenir une facture, je l'ai pas eu. Donc à mon avis, il y a une bonne partie de cet argent de la vente de l'eau qui s'évapore sans procurer de ressources au gouvernement bosnien. Ça c'est la boutique d'Osman Agic en plein Sarajevo, dans l'artère centrale piétonne de Sarajevo, le quartier touristique ottoman. C'est à 20 mètres de la fameuse fontaine aux pigeons. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Sarajevo. C'est vraiment dans la partie la plus touristique de la ville. Et il y a une magnifique boutique où on vend les souvenirs, on vend des cartes postales, on vend les livres d'Osman Agic, on vend des films, etc., etc. Donc, du point de vue économique, je crois que les choses sont claires. On n'a pas observé, par exemple, de hausse du nombre de nuitées dans la région de Visoko depuis qu'elles existent, depuis que le projet a démarré. Les retombées économiques sont limitées, il y en a, mais elles sont limitées, sauf pour la fondation. Par contre, le soutien politique à Osman Agic est très net, et ce soutien se traduit par un soutien financier.
donc annoncé là en 2007. Il y a eu pas mal de débats au sein du gouvernement bosnien entre le ministre de la Culture en particulier qui refusait tout financement à ce qu'il considérait comme un projet archéologique et les autres ministres. Donc il y a eu pas mal de débats et en 2007 le ministre de la Culture a démissionné et ça a été tranché pour subventionner le projet. Le docteur Haris Szilagić était à l'époque le membre bosniaque de la présidence. Il y a 3 présidents en Bosnie, hein, une présidence tripartite, un bosniaque, un croate, un serbe. Donc Szilagić était le membre bosniaque de la présidence. Il est venu visiter les pyramides. Il est également le chef du parti nationaliste bosniaque. Hein, donc tout ça est lié. La fondation a obtenu des subventions importantes, très difficile de savoir combien. Szilagić n'a jamais publié les comptes de sa fondation. Il a créé une fondation pour gérer tout ça. On n'a jamais eu de compte. On sait qu'il y a eu des grosses subventions. Certains parlent de 250 000 euros, d'autres plus. Hein. Et puis il y a eu pas mal de sponsoring. Par exemple, le deuxième article là présente un accord de sponsoring avec BH Telecom, l'équivalent de France Télécom en Bosnie. Donc il y a eu beaucoup d'argent et c'est d'autant plus terrible que ça c'est l'entrée du musée de Sarajevo. Le plus grand musée de Bosnie, qui est un musée magnifique, hein, le musée national de Sarajevo, qui est un musée à la fois archéologique, histoire naturelle, etc., a dû fermer en 2012 par manque de fonds. Et pas seulement le musée de Sarajevo. Les 6 plus grandes institutions culturelles bosniaques ont fermé. La Bibliothèque nationale, donc le musée de Sarajevo, le musée d'art contemporain, la bibliothèque Hussein Bey, enfin bon, vraiment les grosses institutions dépendant des crédits de l'État ont fermé. Dans le musée de Sarajevo, les salaires n'étaient plus payés depuis 2011 ou 2012, hein, donc ils ont travaillé des mois et des mois sans salaire, il n'y avait pas d'argent pour chauffer, le musée n'était pas chauffé, il y avait une aile qui s'effondrait, et donc ils ont fermé. Alors aujourd'hui ils ont ouvert, ils ont quand même réussi à ouvrir, mais par exemple les salaires qui n'ont pas été payés pendant des années ne sont toujours pas payés. Hein. Ça reste. Le musée a rouvert en 2015 suite à une initiative citoyenne. Ce sont les citoyens de la ville qui ont imposé l'ouverture du musée en utilisant le bénévolat, c'est-à-dire qu'ils se relaient pour garder le musée et le maintenir ouvert. Mais on n'est pas retrouvé un fonctionnement normal du musée. Donc au moment même où on a ça, voir 250 000 euros ou plus partir pour les pyramides, bon voilà, ça fait mal au cœur quand même. Et puis un autre élément quand même intéressant, c'est que là où il a obtenu des autorisations de fouilles, il fait un peu n'importe quoi. Là, c'est la fouille dans le tunnel. Ce tunnel, ça pourrait être un site archéologique intéressant, donc une mine du 18e. Peut-être intéressant à fouiller. On pourrait apprendre des tas de choses sur la gestion des mines dans les Balkans par les Ottomans pendant cette période-là. Voilà comment c'est fouillé. Seau, pioche, pelle, on ramasse, hein, on remplit le seau. Et on balance tout ça dehors, il n'y a pas de tamisage, il n'y a pas de stratigraphie, il n'y a pas de... Non, non, c'est pas des fouilles, quoi. On vide le tunnel. Hein. Donc, voilà. Donc c'est assez catastrophique hein, de laisser quelqu'un comme ça. Bon, le reste, qui fasse des trous dans les collines, pourquoi pas, je veux dire. Mais quand il abîme un site archéologique, là, ça commence à devenir assez problématique. Alors, le dernier aspect sur lequel je voulais un petit peu insister sur ces pyramides, c'est le fait que ça contribue fortement à diffuser une certaine forme d'anti-intellectualisme en Bosnie. Alors ici, je vous ai mis un exemple, alors c'est tout en bosnien, c'est à l'époque où le ministre de la Culture, je vous disais, refusait des subventions, Grahovac, qui en plus est croate d'origine, donc... la majorité bosniaque n'appréciait pas, et pour faire pression sur le ministre, Osmanagić a lancé une énorme campagne de presse
Bon, il y a pas mal de liens dans tous les journaux, etc. Et voilà un exemple de cette campagne de presse où on allait interroger les gens dans la rue pour leur demander: pensez-vous que le ministre a raison de refuser les crédits au projet des pyramides? Et donc on interroge les gens. Alors vous montrez qu'on n'interroge que des hommes, ça c'est très caractéristique de la Bosnie, on n'interroge pas les femmes. Et évidemment, les réponses sont: ah non, le ministre a tort, il aurait dû autoriser des subventions pour. Et Osman Nagić est allé jusqu'à demander la démission du ministre Grahovac, mais aussi des 3 principaux archéologues bosniens. Lovrinović, c'est celui qui gère la commission pour les monuments nationaux, donc la commission qui gère les monuments classés. Zilka Kojundić, c'était une excellente archéologue qui travaillait pour le musée de Sarajevo et qui fouillait le site de Kolifte dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, le site néolithique. Et Goverdarica, c'est le spécialiste de la préhistoire des Balkans, qui travaille en Allemagne. Donc Osman Nagić demande la démission de ces gens-là de leur poste parce qu'ils se sont... alors, Grahovac a fini par démissionner, mais sans doute pour des raisons qui n'ont rien à voir. Les autres n'ont pas démissionné, mais ils ont baissé les bras. Ils ont baissé complètement les bras. Par exemple, Zilka Kojundić, qui est une femme exceptionnelle. Pendant la guerre en Bosnie, elle est restée. Osman Nagić, lui, il est allé faire fortune aux États-Unis. Elle est restée à Sarajevo et elle a passé toute la guerre à essayer de protéger le musée. Cacher les collections, les enterrer pour les protéger des bombardements, etc. etc. C'est vraiment quelqu'un de passionnant et elle a été la première à s'élever publiquement contre Osman Nagić. Dès 2005, avant même qu'ils commencent les fouilles, il y a une émission de télé qui les a mis en confrontation, qui les a invités tous les deux. Elle a tenu tête à Osman Nagić et sérieusement, c'est-à-dire que vraiment, elle lui a vraiment mis la honte publiquement. Elle s'est fait siffler par le plateau. Le lendemain, elle a été bousculée et balancée quasiment sous les roues d'un bus, quoi. Elle a échappé à la mort de peu. Elle a été poussée du trottoir par quelqu'un qui cherchait visiblement à lui faire mal, quoi. Pour montrer à quel point le nationalisme peut amener à vous expliquer aussi pourquoi je suis sous un pseudo. Donc, ces gens-là n'ont pas démissionné, mais ils ont souvent baissé les bras. Après les premières années où ils se sont opposés à Osman Nagić, aujourd'hui ils disent plus rien. Alors, cette haine des archéologues officiels présentés comme des gens sclérosés, des gens qui empêchent les vrais chercheurs de découvrir, Osman Nagić est en train de la diffuser dans tout le pays. Et en particulier, et c'est là que c'est le plus grave, dans les écoles. Il est invité dans les écoles du pays pour faire des cours, des conférences aux enfants. On leur propose de dessiner la pyramide. Des milliers d'enfants sont venus visiter le site. On les emmène dans le tunnel, on les fait asseoir dans la chambre de méditation, on les emmène dans le parc Ravenet 2 et on les fait tourner dans la spirale énergétique. Ça, c'est deux classes de primaire qui sont venues à Visoko et Osman Nagić leur a fait 1 heure de cours. Et le contenu de ce cours, c'était: qu'est-ce que l'archéologie? Très bien. Comment respecter la nature? Très bien aussi. Comment on fait des fouilles? Il est mal placé pour en parler. Pourquoi la géométrie du triangle est importante? Comment la disposition des pierres en cercle permet de stimuler l'énergie? Et attention, c'est de l'énergie positive si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais négative si on tourne dans l'autre sens. Voilà le genre de cours que Osman Nagić fait aux enfants de Bosnie, qui viennent visiter le site. Voilà, c'est le genre de spectacle qu'on organise dans les écoles en l'honneur d'Osman Nagić. Alors, la conclusion de mon bouquin là, que j'ai fait en 2011, c'était que les pyramides de Bosnie, après 6 années de fouilles, à l'époque c'était 6 ans, sans aucun résultat scientifique, continuent d'être visitées et financées par les autorités et montrées aux enfants des écoles de Bosnie comme un élément de leur patrimoine, ne peut qu'interpeller et préoccuper. Ça c'était en 2011, ça n'a pas bougé. On en est toujours au même point.
Voilà, donc j'ai détaillé un petit peu. Si vous avez envie d'infos supplémentaires, il y en a plus sur mon site. Tout ça est vraiment détaillé. Et je voudrais maintenant, beaucoup plus rapidement, on ne rentrera pas dans les détails, beaucoup plus rapidement, évoquer un petit peu l'épidémie actuelle de pyramidomanie. Alors j'appelle ça pyramidomanie. Alors en fait, la pyramidomanie, c'est une maladie ancienne. Elle est apparue au XIXe siècle. Elle est apparue au XIXe siècle et dans un premier temps centrée sur la grande pyramide, la pyramide de Khéops. Les premiers pyramidomanes sont John Taylor, Charles Piazzi Smith, qui sont les premiers à chercher dans la grande pyramide des valeurs mathématiques extraordinaires, pi, le nombre d'or, alors à l'époque pas encore la vitesse de la lumière, et Piazzi Smith en particulier, c'est celui qui découvre que la grande pyramide de Khéops contient le pouce anglais. C'est la preuve de l'antériorité du pouce anglais sur toutes les autres unités de mesure. Alors, ça, c'est les premiers pyramidomanes centrés sur la pyramide de Khéops. On les a eus en français aussi. Il y avait quelques Français. Donc ici, vous avez l'abbé Théophile Moreux, qui est un astronome, mais aussi un peu pyramidomane. Charles Funkeley. Alors, Funkeley, lui, trouve que la pyramide de Khéops contient le maître français. Normal. Alors, cette version-là de la pyramidomanie est vraiment s'intéresse uniquement aux pyramides d'Égypte et presque uniquement, je dirais, à la grande pyramide. La pyramide de Khéops, qui est au centre. Alors, ça continue. Aujourd'hui, on a quelques spécialistes. Le plus connu actuellement en France, c'est un certain Jacques Grimaud qui a produit avec Patrice Pouillard un film qui s'appelle La révélation des pyramides, qui va très très loin dans cette pyramidomanie spécifique, et en particulier qui reprend le maître est une invention des bâtisseurs anciens, il est caché partout dans la pyramide, etc. etc. Bon, ça je dirais c'est la pyramidomanie classique. Plus tard, ça s'est développé, je pense, plus dans les années 60, avec des gens comme Robert Charroux, comme surtout Powell Sébergier, Le Matin des Magiciens, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, on rentre dans une logique différente, on n'étudie plus que la pyramide de Khéops, on étudie les pyramides du monde. On cherche à mettre en relation ces pyramides, à les comparer, avec toujours la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il y avait une civilisation mondiale qui expliquerait qu'on trouve des pyramides identiques ou presque dans le monde entier. Donc on compare les pyramides et puis ça s'est très vite élargi, on se met à comparer beaucoup de choses. On se met à comparer la forme des temples, on se met à comparer des masques, des portes. J'ai trouvé ça rigolo sur Facebook il n'y a pas longtemps, une fibule mérovingienne et le calendrier, non pas Maya, mais c'est la fameuse pierre du soleil aztèque. Fibule mérovingienne et calendrier aztèque, voilà, ça se ressemble, donc c'est la preuve. C'est souvent la logique qui est derrière ces comparaisons, ça se ressemble, donc c'est la preuve qu'il y a eu des liens entre ces civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années quand même, dans des époques très très différentes, puisque là on va de moins 2500, moins 2800 pour l'Égypte jusqu'au 6e siècle pour les Mérovingiens. Voilà. Et encore plus tard pour certaines constructions aztèques, puisque là on est plutôt 14e, 15e siècle. Bon, ça s'est vraiment développé dans les années 60. Si vous regardez un petit peu sur le net, c'est très très présent ce type de raisonnement où on va comparer, on va essayer de trouver des points communs. On va insister sur certains aspects particulièrement marquants, par exemple l'utilisation de très grosses pierres dans les architectures de certaines époques. Et puis si ça ne suffit pas avec les vraies grosses pierres, on n'hésite pas à les grossir un petit peu. Ça, c'est une image qui circule sur énormément, celle du haut,
énormément de sites pseudo-archéologiques, se présenter indifféremment comme un bloc venant de Russie, de Sibérie, de je sais pas où, un bloc mégalithique. En fait, ce bloc, il est à Ollantaytambo, au Pérou. Il est gros, mais pas si gros que ça quand même. Donc voilà le genre de fakes qui circulent assez facilement. Un autre exemple. Momie égyptienne, la vraie est en bas, et ça c'est l'image qui circule sur le net. Alors on voit bien où ils veulent en venir, les gens qui font circuler ce genre de choses. En fait, il y a dans la pyramidomanie ou disons dans la pseudo-archéologie en général, il y a deux grandes tendances qui sont un petit peu symbolisées par ces deux hommes aujourd'hui. La tendance ancien-gallienne, c'est Van Daniken, qui a vendu des millions d'exemplaires de ses livres. Daniken, c'est vraiment, il a fait fortune avec ses livres. Et le point commun, c'est, il y a des aliens, des extraterrestres venus sur la Terre à différentes époques et qui ont soit construit directement, soit inspiré les hommes à construire un certain nombre de choses. Et puis il y a la tendance un peu moins délirante peut-être, mais enfin qui reste quand même très tirée par les cheveux, qui est celle incarnée par Hancock, qui est celle simplement d'une ancienne civilisation disparue. En général, c'est l'Atlantide à laquelle les gens pensent. Donc voilà, là on est dans ces deux grandes tendances de la pseudo-archéologie, où les pyramides sont toujours l'élément central quand même. C'est ce qu'on retrouve, les pyramides faites par des aliens pour X raisons, ou les pyramides faites par une civilisation disparue, comme centrale thermique, comme on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Grimaud, c'est les pyramides, elles ont 10 fonctions différentes d'après lui, dont une est de prolonger la vie quasi éternellement. Enfin bon, voilà. Alors, il y a une troisième forme de pyramidomanie, celle qui est illustrée par Osman Agic, et ça c'est récent. C'est récent, c'est pas quelque chose qu'on trouvait dans les années 50 ou 60, c'est pas quelque chose qu'on va trouver chez Charroux, chez Bowels et Bergier. C'est la tendance à prendre des éléments naturels pour des pyramides. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment s'est développé. Alors, je ne dis pas qu'Osman Agic en est le seul responsable, mais disons qu'il a ouvert la porte à ce type de pyramidomanie qui est de voir des pyramides partout, y compris là où il n'y en a pas. À partir de la Bosnie, ça s'est répandu en Slovénie. Voilà une pyramide slovène. Ça c'est présenté comme une pyramide. En Serbie, alors en Serbie ils en ont moins 10. Forcément, si les Bosniaques en ont une, il faut que les Serbes en aient plus, et en plus, ils en ont une plus grande, parce qu'elle, elle est à 1400 mètres d'altitude, donc la montagne d'Ortagne, là, c'est 1400 mètres, donc ça, c'est de la pyramide. Bon, évidemment, le nationalisme n'est jamais très loin dans ces cas-là, mais on en trouve aussi ailleurs, dans des pays qui ne sont pas spécialement, par exemple en Italie, pyramides italiennes. Elles sont très nettes, dans les îles Féroé. Très belle celle-là. En Russie, celle-ci là, c'est à Vladivostok. Et puis sur Mars. Russie, il y a des pyramides sur Mars, oui. Et puis s'il n'y en avait pas assez, des montagnes en forme de pyramide, on en fabrique. Ça c'est une image qui a été produite lors d'un concours Wordsmith, là, qui est un concours Photoshop, où les gens s'entraînent. Et il y a voilà, quelqu'un qui a pris une photo de la pyramide de Khéops et qui a mis de la neige dessus. Cette image-là, elle circule, mais coupée ici, avec que ça, comme pyramide antarctique. Donc on la voit régulièrement réapparaître, pyramide de l'Antarctique. Alors, parmi toutes ces pyramides dans le monde entier, j'en ai donné quelques exemples, je crois que chaque pays en a une, ou plus. Je connais très peu de pays où il n'y a pas quelqu'un qui dit « et si ça c'était une pyramide ?» Il y a deux exemples sur lesquels je voudrais développer un petit peu parce qu'ils sont les plus intéressants. Pyramide antarctique, ça manque un peu d'intérêt. Le premier exemple, c'est celui d'une structure qu'on trouve au Japon, dans l'archipel d'Okinawa. Donc c'est une petite île qui s'appelle Yonaguni, qui se trouve à l'extrême sud du Japon, et dans laquelle des plongeurs ont trouvé
voilà, des structures un peu curieuses en plongeant, des formes curieusement découpées. Ça, c'était en 85. Et puis, à partir de 96, il y a un vrai géologue, quelqu'un de apparemment très sérieux, qui s'appelle Masaki Kimura, qui a beaucoup écrit sur la tectonique du Pacifique, etc., qui a commencé à les étudier. Alors, c'est quelqu'un de très sérieux, Kimura, mais il a quand même des idées curieuses, puisque parmi ses publications scientifiques, il a aussi publié un article qui, lui, n'est pas passé par le peer review, qui affirme que l'archipel des Ryukyu, l'archipel qui prolonge le Japon vers le sud, serait le reste du continent disparu Mu. Pour ceux qui connaissent, Mu, c'est un continent qui a été inventé au XXe siècle, inventé par un auteur qui s'appelle Churchward, James Churchward, qui a inventé ce continent installé dans le Pacifique, dont il avait connaissance par des tablettes trouvées au Tibet, qu'il était le seul à avoir vu et le seul capable de déchiffrer, personne d'autre les a jamais vues. Bon, clairement, c'est une invention de... Alors, bon, un géologue qui... Il y en a quelques-uns comme ça de temps en temps, un vrai scientifique, quelqu'un qui a fait un vrai travail scientifique sur des tas de choses qui n'avaient rien à voir, et puis qui tout d'un coup voilà, part sur une idée un petit peu curieuse comme ça. Donc il a commencé à l'étudier en 96, donc c'est à 25 mètres de profondeur, à peu près entre 25 et 40 mètres de profondeur, donc c'est uniquement de la plongée, et il a reconstitué l'aspect du site qui pour lui est un site artificiel. Hein, c'est une construction, il parle indifféremment parfois de pyramides, parfois de ziggourats, voilà, avec des terrasses, avec une piscine triangulaire, avec des trous de poteaux. Bon, on en a très peu parlé jusque vers 2005, et puis ça a commencé à devenir très connu à peu près en même temps que les pyramides de Bosnie. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a eu un moment comme ça, où 2006, 2007, ça s'est répandu partout. Alors, ce site, il n'a jamais été vraiment étudié à fond par d'autres personnes, mais quand on le regarde, c'est un exemple de photos prises sur ce site, ce qui est présenté comme des marches. Alors déjà, bon, la taille des marches est évidemment des marches de géants, mais en plus, ça fait pas sens, des marches de largeur différente, avec cette marche-là et celle-là. Ça fait pas sens. Et au contraire, pour un œil de géologue, ça fait quand même assez bien sens, puisque on a des grès, c'est du grès, hein, donc avec des couches nettement déterminées, des fractures, et on voit qu'elles ont toutes la même orientation, hein, donc un grès qui a été fracturé. Et ce genre de découpage comme ça, de couches sédimentaires en blocs, soit rectangulaires ou avec des fractures qui sont soit orthogonales, soit comme ça avec des fractures en biais par rapport aux fractures principales, c'est quand même assez fréquent. On est dans une zone tectoniquement très active, il y a des tremblements de terre sans arrêt, donc qu'il y ait un bloc de grès comme ça faillé dans tous les sens, c'est pas spécialement surprenant. Et puis, on trouve la même chose sur l'île, juste à côté, hein, à l'air libre. On trouve le même type de rocher, le même type de fracture. On trouve même une espèce de... Voilà, on pourrait aussi interpréter ça comme une structure... Bon, ça n'a pas tout à fait le même aspect parce que c'est à l'air libre, donc l'érosion n'est pas la même. Sous la mer, il y a les marées, les vagues qui nettoient régulièrement la fameuse structure, elle est toute propre, alors que en plein air, les débris restent dessus. Hein. Mais en gros, c'est quand même la même chose. Donc là, on a quand même un exemple pas très convaincant. Ceci dit, il passe assez bien cet exemple-là parce qu'il a un côté plausible. Tout le monde sait que le niveau de la mer a remonté depuis la dernière glaciation et qu'il y a énormément de sites archéologiques noyés. Hein, on le sait, en mer du Nord, en Méditerranée, on retrouve des sites archéologiques sous l'eau. Pensez à la grotte Rosquer, par exemple. Hein, des sites sous l'eau suite à la montée du niveau de la mer. Donc il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'il y ait un vrai site archéologique recouvert ensuite
Bon, sauf que là, il aurait fallu que ce soit, vu la profondeur, il aurait fallu qu'il date, que ce site date d'au moins 10 à 12 000 ans. Hein. Ça commence à faire beaucoup par rapport à ce qu'on sait de l'archéologie de la région. Bon, ceci dit, c'est plausible. En plus, on a un vrai scientifique qui y croit. Et même si tous les autres géologues de la région et tous les archéologues disent bah non, c'est pas convaincant, ça s'est diffusé. Je crois que même sur Wikipédia maintenant c'est présenté comme un site archéologique, alors que aucune certitude que ce soit un site archéologique. Mais là, ça s'est vraiment diffusé. Hein. Alors, le dernier site dont je voulais vous parler, il est en Indonésie. C'est la colline de Gunung Padang, c'est dans la partie ouest de Java, de l'île de Java. Alors, c'est une colline volcanique, c'est une sorte de piton volcanique, en fait, un nek volcanique, au sommet duquel ont été aménagés un certain nombre de terrasses, des escaliers, et sur ces terrasses, il y a des enclos, des murets, qui sont assez spectaculaires, qui sont faits de colonnes de basalte. Alors en fait, ces colonnes de basalte, c'est du basalte prismatique. Vous avez tous vu déjà des coulées de lave où le basalte en refroidissant forme ces prismes, comme on trouve à la chaussée des Géants, comme on trouve à la Roche-Tulière, la Roche-Saint-Nadoire dans l'Auvergne. Donc c'est donc ces colonnes de basalte qui ont été prises de la couche et disposées pour faire un site archéologique. Ce site, il est connu depuis le début du XXe siècle et il n'a pas été très bien étudié encore, mais il daterait de la période qu'on appelle le royaume de Sunda, c'est-à-dire 10e au 14e siècle en gros, donc un site médiéval. Ce site, donc, il était connu, pas très bien étudié, mais connu, fréquenté d'ailleurs régulièrement par les Indonésiens. Et puis, en 2012, un géologue, encore qui s'appelle Dani Ilman Natavijaja, affirme d'un seul coup que c'est pas seulement les terrasses qui sont le site archéologique, mais que toute la colline est une pyramide. Donc toute la colline est artificielle. Donc là, à nouveau, l'idée d'une pyramide gigantesque construite. Alors, si on se renseigne un petit peu sur ce géologue, c'est un vrai géologue, oui, mais il a aussi écrit ça. Platon n'a jamais menti, Atlantide est en Indonésie. Donc, voilà, on est à nouveau sur un géologue qui part sur des drôles d'idées. Donc d'après lui, Gunung Padang est une pyramide artificielle qui serait âgée d'au moins 20 000 ans. Donc il présente une frise chronologique avec Gunung Padang bien plus âgé que Stonehenge, même que Göbekli Tepe, qui est le premier exemple de site construit qu'on ait de la préhistoire. Actuellement, c'est le plus ancien qu'on a. Et il va donc falloir réécrire, ils adorent ça les pseudo-archéologues, il faut réécrire l'histoire, réécrire la préhistoire. Donc il va falloir réécrire complètement la préhistoire en tenant compte de cette pyramide. Alors ce cas ressemble énormément à celui des pyramides de Bosnie. Il y a énormément de points communs. Par exemple, l'appel aux volontaires pour fouiller. De même qu'en Bosnie, il n'y a pas d'archéologue professionnel qui fouille, c'est que des volontaires, des bénévoles qui viennent fouiller. Là, c'est pareil, Ilman a fait appel à des bénévoles. Le côté nationaliste, le projet porte le nom de Red and White Glory Operation, l'opération rouge et blanche, de la gloire rouge et blanche. Le rouge et le blanc, c'est les couleurs du drapeau indonésien. Donc clairement, on est toujours dans la même logique, affirmer qu'on était les premiers, que c'est la grandeur de la nation. L'absence de normes scientifiques sur le travail, donc ça c'est un article qui reprend une pétition qui a été signée par les archéologues indonésiens, une pétition au gouvernement, qui dénonce donc la façon de travailler très peu professionnelle sur le site.
Là aussi, on a un archéologue qui dénonce l'utilisation, la fouille à la pelle et à la pioche. Ce qui est caractéristique de ce site, c'est que, alors que, comme dans beaucoup de pays, l'archéologie locale est soumise à des restrictions budgétaires, le président indonésien a promis des crédits illimités et l'aide de l'armée. C'est aussi des militaires qui fouillent à la pioche sur ce site. Donc, on a le même mélange assez malsain qu'on a en Bosnie entre de la vraie archéologie, de la pseudo-archéologie, des enjeux nationalistes, sans doute, j'ignore, mais sans doute des enjeux économiques aussi derrière, ça doit rapporter à quelqu'un, qui se mélangent, et également de la fausse science. Donc là, de même que Osman Agic datait ces pyramides à 14 000 ans, on rend compte à 29 000 ans, là on rend compte d'une datation faite par un laboratoire américain au carbone 14, la structure de Gunung Padang à 14 000 ans. Sauf que ce qui a été daté, c'est des fragments de matériaux prélevés entre deux colonnes de basalte enterrées. Si la pyramide existait, si c'était une construction artificielle, ça aurait du sens de dater ça. Ça daterait à un matériau utilisé pour cimenter les blocs. Si c'est une colline volcanique naturelle, ça n'a pas de sens, puisque ce qu'il y a entre les deux colonnes de basalte, c'est le résultat de la dégradation naturelle du basalte qui donne un sol où se mélangent des produits organiques avec la végétation. Donc ils sont vraiment dans un raisonnement circulaire. On décide que c'est une pyramide, donc on date ce qu'il y a entre deux blocs, ça donne une date de 14 000 ans, c'est donc l'âge de la pyramide. Si ce n'est pas une pyramide, la datation n'a aucun sens. C'est la même chose que... Bon, et puis, comme Osman Agic, il y a des choses un petit peu bizarres. La pièce de gauche, là, ça a été présenté par le site des fouilles de Gunung Padang comme étant une amulette de 5000 ans. Et puis, heureusement qu'il y a quelques sceptiques indonésiens, il y en a un qui a dégoté une pièce de 1945 des Andes néerlandaises, et qui a repéré quand même pas mal de points communs entre les deux. Donc il est probable que l'allumette de 5000 ans ne soit qu'une pièce néerlandaise de 1945. Donc voilà, vraiment on a le même type de problème qu'en Bosnie. Alors je voudrais conclure un petit peu sur cette archéologie que certains appellent romantique, que d'autres appellent mystérieuse, qu'on peut appeler aussi archéomanie ou pseudo-archéologie. C'est assez plaisant. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les bonnes histoires. On parle de trésors enfouis, on parle de pyramides atlantes, c'est génial, j'adore ça. Est-ce que c'est qu'une fantaisie un peu plaisante ? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de dangers derrière cette pseudo-archéologie. Il y a d'abord le danger pour le patrimoine réel. Alors, pas dans un pays comme la France, on a quand même une législation qui protège notre patrimoine, mais dans des pays où la législation est beaucoup moins développée, plus floue, donc en Bosnie, en Indonésie, on donne quand même l'autorisation de fouiller des sites archéologiques réels à des gens qui n'ont pas du tout les compétences, et pour qui la fouille n'a qu'un but, c'est construire leur propre chimère. Donc c'est pas bon pour le patrimoine, c'est pas bon non plus quand ça détourne des ressources financières, comme on l'a vu dans le cas de l'Indonésie ou de la Bosnie, de l'argent qui pourrait aller à l'archéologie réelle et qui va être dilapidé dans ces projets-là. Alors, ça peut être dangereux aussi par les liens idéologiques qu'il y a derrière cette pseudo-archéologie, cette archéomanie. Dans certains cas, il y a un lien très net avec le créationnisme. Ce n'est pas le cas dans les exemples que je vous ai présentés, mais ça peut arriver. Plus souvent, il y a le lien avec le nationalisme. Le nationalisme, l'archéologie a toujours été sensible aux questions nationales. C'est un enjeu pour beaucoup de pays où il y a des enjeux nationalistes. On se saisit de l'archéologie. Bon, j'en connais quelque chose dans les Balkans où
l'archéologie a toujours été utilisée par les nationalistes des Balkans pour affirmer leur droit à un territoire, leur suprématie, etc. La pseudo-archéologie aussi peut servir d'enjeu nationaliste. Et puis, il y a aussi, même si les pseudo-archéologues n'en sont pas forcément conscients, je ne veux pas les accuser d'être tous des racistes, mais il y a quand même, derrière toutes ces théories pseudo-scientifiques, il y a un fond de racisme, en particulier les peuples qui sont incapables de construire des pyramides, donc c'est forcément les Atlantes ou les aliens. C'est les peuples d'Afrique, c'est les peuples d'Asie, c'est les peuples d'Amérique du Sud. Il y a une espèce de... On dénie à l'homme, qu'on qualifie de primitif, on lui dénie toute capacité intellectuelle, toute capacité d'invention. C'est pas possible que ce soit l'homme qui ait fait ça, c'est forcément les aliens, c'est quand même pas très sympa pour les hommes. Et on retrouve quand même très souvent derrière tout ça, en particulier pour ceux qui sont branchés sur l'Atlantide, on retrouve quand même systématiquement l'idée que la civilisation, la fameuse civilisation supérieure disparue, est blanche. Vous vous rappelez la comparaison de masque avec les yeux bleus? C'est pas pour rien qu'on insiste là-dessus. Alors, tous les pseudo-archéologues ne sont pas dans cette idée-là, mais c'est quand même un fond idéologique qui est très présent. Donc ça peut être un petit peu inquiétant. Ce n'est pas un hasard si c'est des idées qui sont reprises par certains milieux. On regarde un petit peu les sites qui diffusent le plus de pseudo-archéologie en France. On retrouve une certaine catégorie politique derrière. C'est dangereux aussi parce que ça contribue à diffuser la pseudo-science. La pseudo-archéologie partage avec d'autres pseudo-sciences, la pseudo-médecine, etc., les mêmes raisonnements biaisés, les mêmes approximations. D'ailleurs, quand on regarde qui sont les tenants des pyramides de Bosnie ou autres, on s'aperçoit que c'est aussi des tenants de l'homéopathie, de toutes les pseudo-médecines, c'est aussi parfois des tenants des chemtrails, des tenants de la terre plate, il y a un tout. La pseudo-archéologie fait partie de ce tout qui actuellement est quand même, c'est l'impression que j'ai moi, en étant assez présente sur Internet, qui prend de l'ampleur, qui se développe. Donc cette montée de l'irrationnel, la pseudo-archéologie en fait partie. Hier, en prenant le train pour venir ici, j'ai jeté un coup d'œil dans la librairie de la gare. Je cherchais ce numéro-là qui parle un peu de pseudo-archéologie. Il y a un rayon entier. Il y en a des dizaines de revues de ce type-là. Et elles sont classées en sciences, quand même. Elles sont toutes classées en sciences. Et puis, dernier point sur lequel j'insisterai, dernier danger à mon avis, c'est que faire de la pseudo-archéologie, c'est forcément partir du principe que soit tous les archéologues officiels, comme ils disent, sont des idiots, se trompent, soit qu'ils nous mentent. Et donc on est très vite dans la théorie du complot. Le complotisme est indissociable de ça. On ne peut pas à la fois affirmer qu'une colline de Bosnie est une pyramide, ou que c'est les aliens qui ont construit la pyramide de Khéops, et ne pas affirmer que forcément il y a un complot au moins des scientifiques. D'ailleurs, j'ai sélectionné un petit peu ces couvertures ou ces annonces de livres ou couvertures de sites, etc. Vous remarquez ce qui revient tout le temps. Très souvent, c'est la censure, c'est interdit, l'archéologie interdite. Donc, interdite par qui? Forcément, il y a un complot. Donc, qui mêle, on ne sait pas qui. On sait qui, c'est toujours les mêmes. Mais bon, voilà. On est rentré là-dedans, c'est aussi rentrer dans la voie de la pensée conspirationniste. Donc, c'est aussi un des dangers, je pense, de cette pseudo-archéologie. Voilà. J'espère que...